Ce faisant, on peut espérer résoudre le mystère des origines de l'homme. Des enquêteurs sont en train de découvrir de nouveaux indices qui bouleversent la plupart de nos connaissances. Ils constatent en effet que la nature a fait des expériences insensées avec le physique de l'homme. Certains spécimens étaient étranges. Il y avait des géants et des très petits, des poilus ou des glabres. Certains sujets en ont peut-être mangé d'autres. De tous les membres de cette ménagerie étrangement familière, un seul a survécu. Et il s'en est fallu de peu. Remontons dans le temps, à l'époque où certains espaces étaient surpeuplés de grands singes bipèdes. Examinons les individus en présence et partons à la recherche de l'ultime survivant. C'est le mystère le plus fascinant du monde. Nos origines, celles de l'homme. Comment sommes-nous arrivés là? Comment s'est passée l'évolution du singe à l'homme? Des chercheurs du monde entier ont déterré de nouvelles preuves stupéfiantes qui expliquent notre passé comme jamais auparavant. La piste commence quelque part en Afrique. C'est ici pour la première fois que des grands singes sont descendus des arbres et ont commencé à marcher en position debout. Puis, des événements étonnants se sont produits. Au cours de millions d'années, ces créatures ont subi différentes transformations, faisant naître des formes humaines étranges. Nombre d'entre elles ont vécu au même endroit et à la même époque. Certains grands singes bipèdes, y compris notre propre espèce, celle de l'homme moderne, ont entrepris des migrations épiques à partir de l'Afrique. Pendant ces périples, ils ont laissé des traces de leur vie périlleuse. Ils ont dû échapper à des tigres à dents de sabre et des crocodiles géants, puis survivre à la sécheresse, les volcans et peut-être même à d'autres grands singes. Pour y parvenir, l'homme moderne s'est adapté. Il est devenu plus sociable et plus malin. Puis, quelque chose a mal tourné. Les chercheurs en ont tiré une conclusion saisissante. Il y a environ 70 000 ans, les hommes modernes ont failli disparaître. Que s'est-il passé? Comment avons-nous survécu à ces menaces pour devenir le dernier grand singe bipède debout? Pourquoi notre espèce a-t-elle laissé ses rivaux dans la poussière, conquis la planète et l'a déclarée sienne? Les recherches sur le mystère du dernier survivant sont captivantes. Deux incroyables découvertes tentent de répondre à ces questions. La première a récemment été faite sur Flores, une île indonésienne isolée. Ici, les chercheurs ont eu une chance inouïe. C'était un pur hasard. On a creusé un trou de 2 mètres sur 2 mètres et on est tombé directement sur le squelette d'une nouvelle espèce humaine. C'était inespéré. Ils ont déterré une nouvelle espèce humaine, mais de moitié notre taille. C'est l'une des plus grandes découvertes de ces 50 dernières années. Soudain, à cause d'une seule découverte, il a fallu réévaluer toutes nos connaissances sur l'évolution. Un squelette a suffi pour affirmer que notre compréhension de l'histoire de l'homme est erronée. Il a fallu reconsidérer les espèces connues. D'où sont-elles arrivées ici et quand? Les nouveaux ossements sont très différents de ceux trouvés jusque-là. Des archéologues ont fait une nouvelle découverte. Une espèce qui demande à ce qu'on réécrive l'histoire de l'homme. Dans le sud de l'Afrique, d'autres scientifiques font une deuxième trouvaille étonnante. Cette fois, ce ne sont pas les restes d'un petit homme, mais ceux d'un géant.
Le paléoanthropologue Lee Burger a exhumé des restes fossilisés de la plus grande espèce humaine. On a surnommé cet individu Goliath. Nos ancêtres étaient-ils des géants? Des inspecteurs mènent l'enquête. Quand nous travaillons sur un site de fouille, c'est comme si nous examinions la scène d'un crime. Il y a des cadavres et nous devons établir la cause de leur décès. Pour cela, nous remontons dans le temps et cherchons à reconstituer un moment réel. Les recherches de Lee Burger mènent à une révélation. Il analyse les restes du squelette de Goliath afin de reproduire un mannequin plutôt perturbant. Sa réalisation va révéler que nos ancêtres étaient bien plus grands qu'on ne l'imaginait. En regardant Goliath dans les yeux, allons-nous découvrir pourquoi lui a disparu et pas nous? Il pourra peut-être nous aider à comprendre pourquoi nous sommes les derniers survivants. Goliath et le minuscule individu trouvé en Indonésie sont deux cas extrêmes. Ils nous obligent à reconsidérer notre savoir en matière d'évolution. Pour nous, l'évolution était une sorte de course de relais. Une première espèce avait donné naissance à l'espèce suivante, et ainsi de suite, pour former une longue évolution linéaire. Depuis des décennies, les sommités de la science étudient les fossiles. Ces chercheurs avaient conclu que l'évolution de l'homme était une histoire relativement simple. Il y a des millions d'années, quelque part en Afrique, notre ancêtre, le grand singe, est descendu des arbres. Il a ensuite saisi le témoin génétique qui nous sera éventuellement transmis plus tard. Lors de la première rupture majeure avec le passé, il a commencé à se déplacer sur deux jambes. C'est ainsi que notre lignée d'ancêtres a pris le départ. Selon d'anciennes théories, des grands singes au cerveau plus petit ont passé le témoin génétique à des créatures plus intelligentes et au cerveau plus développé. Puis, voilà environ 100 000 ans, le dernier témoin a été transmis à l'homme moderne. Et nous avons franchi la ligne d'arrivée. Pendant presque tout le XXe siècle, les plus grands chercheurs ont défendu cette théorie scientifique. Pourtant, elle était erronée. Ce n'était pas un relais, mais plutôt une mêlée. Il n'y en avait pas qu'une seule. Plusieurs espèces ont cohabité à la même période. La nature a fait des expériences insensées avec la forme humaine. Et les nombreux produits de ces expériences se sont affrontés. La Terre a accueilli différents types de populations en même temps. Imaginez la réaction intense éprouvée par ces espèces quand elles se sont vues pour la première fois et sont devenues des rivales dans le même environnement. Cela a dû être extrêmement stressant de rencontrer un autre groupe d'humains. Des vestiges suggèrent que certains types d'humains se sont battus entre eux. Certains auraient même mangé leurs rivaux. Pourquoi les uns ont-ils survécu et pas les autres? La force a dû être cruciale, mais l'intelligence bien davantage. Pourtant, ni l'une ni l'autre n'a été décisive. Et si c'était autre chose? La chance? Nous serions probablement horrifiés de savoir que nous devons notre survie à la chance. Notre évolution aurait pu être totalement différente si à un moment, dans le passé, nous n'avions pas été poussés dans une certaine direction, si nous n'avions pas changé notre comportement ou si un certain prédateur nous avait chassés. C'est presque un miracle que nous soyons là. Comment cela s'est-il passé? La Terre n'a jamais livré autant d'indices. Sur chaque site archéologique en Afrique, on découvre tous les jours des éléments nouveaux qui influencent notre conception de l'évolution des humains. Une jeune génération de chercheurs tente de percer le mystère qui entoure nos origines
et d'expliquer pourquoi nous sommes les seuls rescapés d'un univers surpeuplé de singes bipèdes. Chaque fossile humain est une récompense. Ils sont si rares que la reconstitution de notre évolution est forcément fondée sur des preuves limitées. D'ailleurs, si on réunissait tous les fossiles humains trouvés jusqu'à nos jours, il suffirait à peine à remplir une remorque. L'ensemble de ces fossiles raconte pourtant la fascinante histoire de notre Odyssée. Notre arbre généalogique comporte toutes les espèces de grands singes bipèdes, chacune à forme humaine. Au sommet de l'arbre, l'homme moderne est le survivant ultime. Il y a 7 millions d'années, la première espèce au bas de cet arbre a cessé de marcher à quatre pattes. C'est un pionnier qui nous est encore inconnu. À mi-hauteur de l'arbre, il y a plus de 3 millions d'années, un parent remarquable a émergé. Les scientifiques l'ont baptisé Lucie. Découverte en Afrique de l'Est en 1974, son squelette fossilisé a stupéfié le monde. D'autres ossements de grands singes bipèdes avaient déjà été relevés, mais ils n'étaient pas aussi vieux. Lucie est le plus ancien bipède jamais trouvé. C'était comme s'ils avaient découvert Ève. Cependant, même si c'était bien elle, elle ne nous ressemblait pas encore et n'agissait pas encore comme nous. Certes, Lucie marchait sur deux jambes, mais elle trouvait encore refuge dans les arbres. Ses longs bras suggèrent qu'elle a gardé l'aptitude à y grimper pour se protéger des prédateurs. Mais son squelette était déjà plus humain. Bien que son corps et son cerveau aient encore la taille de ceux d'un chimpanzé, ses fémurs, comme les nôtres, sont légèrement en diagonale pour mieux la soutenir quand elle marchait debout. Son bassin aussi a changé. Il n'est plus aplati comme celui d'un chimpanzé. Il est creux, comme le nôtre, pour retenir les intestins en position debout. La bouche de Lucie est également un peu plus humaine. Elle n'a plus les grosses canines que les chimpanzés mâles utilisaient pour se menacer entre eux. Malgré ces modifications, Lucie ne nous ressemble pas encore tout à fait. Nous, les hommes modernes, nous sommes plus grands et plus intelligents. Et nous avons perdu les longs bras et doigts que Lucie utilisait pour grimper aux arbres. Bien qu'on ait trouvé les fossiles de Lucie dans un lieu presque désertique de l'Éthiopie, son espèce peuplait une grande région de l'Afrique qui comprenait les territoires autour du lac Turkana, dans l'actuel Kenya. Des archéologues y ont déterré d'autres fossiles de la même espèce que celle de Lucie. Un seul nouvel os de cette espèce pourrait nous divulguer des éléments importants sur nos origines. En effet, Lucie pourrait très bien être notre ancêtre direct. La paléontologue Louise Leakey appartient à une famille qui est, depuis 3 générations, sur la trace des origines de l'homme. Ses grands-parents, Louis et Mary Leakey, ont mis à jour des fossiles bouleversants dans les gorges d'Olduvai, en Tanzanie. Ici, il y a 3 millions d'années, des super-prédateurs hantaient le monde de Lucie. Voici un énorme crocodile. Il mesurait environ 7 mètres de long. Aujourd'hui, 2 espèces de crocodiles vivent dans ce lac. Mais il y a 5 millions d'années, 5 espèces y prospéraient. Pour Louise Leakey, cela signifie qu'il faudra peut-être réécrire en totalité notre histoire. Pourquoi devrait-il en être autrement pour l'évolution de l'homme ? Pour confirmer son intuition, Leakey et son équipe vont devoir trouver les preuves qu'une autre espèce humaine a cohabité avec Lucie. Cette preuve sera petite, cachée de la vue de tous, enfouie au milieu de ces centaines de kilomètres carrés de pierre. L'équipe hautement qualifiée va y passer 6 jours par semaine, sous des températures supérieures à 40 degrés, pour chercher des fragments d'os de la taille d'une biscotte.
C'est incroyable qu'on ait découvert ces fossiles, et pour plusieurs raisons. Primo, il est peu probable qu'un squelette ait pu être enseveli suffisamment vite dans un paysage moderne pour avoir pu être préservé. Secondo, il est invraisemblable que ce squelette réapparaisse près de la surface. Et tertio, il est presque impossible que l'un de nous le trouve en se promenant. Quand un membre de l'équipe déterre un fragment de crâne humain, c'est toujours un grand événement. Lors de nombreuses journées de prospection en 1999, le sol a restitué des douzaines de petits ossements. Ça n'avait pas l'air exceptionnel quand on les a trouvés. Au début, ils se sont demandé s'il ne s'agissait pas d'une autre Lucy. On a ensuite effectué les mesures et on a commencé à comprendre que c'était autre chose. Cela ressemblait à une nouvelle espèce humaine. Ils l'ont surnommé visage plat. Tout à coup, Lucy, notre Ève, a peut-être eu un rival. Un autre grand singe bipède qui a habité à ses côtés. Visage plat a vécu il y a plus de 3 millions d'années, à la même époque que Lucy. Pour la première fois, on découvre que deux grands singes bipèdes ont cohabité au même endroit et à la même époque. Si Lucy n'était pas seule, il est possible après tout qu'elle ne soit pas notre ancêtre. Ça pourrait bien être visage plat. Tout à coup, nous avions deux grands singes bipèdes différents, et chacun aurait pu avoir donné naissance aux ancêtres de l'homme. Nous avions déniché un élément qui démontrait que nos origines remontaient bien plus loin. Depuis sa découverte, visage plat hante l'imagination de Louise Leakey. Comment communiquait-il? À quel point était-il humain? Nous savons peu de choses sur visage plat, mais nous sommes sûrs qu'il représente un nouveau chaînon dans l'histoire de l'homme. Et c'est un chaînon important. L'individu au visage plat a largement contribué à l'histoire de notre évolution. Il confirme en effet que la diversité existait bien plus loin dans le temps qu'on ne le pensait jusque-là. La découverte de visage plat fait voler en éclats l'idée d'une lignée linéaire d'espèces de grands singes qui se succèdent jusqu'à nous. Si visage plat a vécu aux côtés de Lucy, il y a presque 3,5 millions d'années, y en avait-il d'autres? Avec un seul crâne, il est difficile de savoir si visage plat a sa place parmi nos ancêtres. On sait en revanche que son cerveau avait la même taille que celui de Lucy. Ses dents révèlent qu'il se nourrissait de fruits. Il s'est démené pour survivre dans un monde dominé par les prédateurs. Visage plat n'avait pas l'intelligence ou la force pour repousser les crocodiles, surtout ceux de plus de 6 mètres. Comme Lucy, il a peut-être grimpé aux arbres pour survivre. Lucy et visage plat ont partagé le même territoire pendant des milliers d'années. Mais que se passe-t-il quand deux créatures intelligentes et curieuses, semblables mais différentes, se rencontrent? L'une essaie-t-elle de tuer l'autre? Est-ce qu'elles se battent pour la nourriture? Est-ce qu'elles s'ignorent? Ou est-ce qu'elles deviennent amies? Pour l'heure, on ignore tout de ces rencontres. On sait seulement que l'une de ces créatures est peut-être notre ancêtre. Le prochain fossile pourrait nous confirmer s'il s'agit de Lucy ou de visage plat.
Lucie et visage plat ont subitement disparu des registres des fossiles datant de 3 millions d'années. La piste de nos scientifiques s'est refroidie pendant un certain temps. Mais plus d'1 million d'années plus tard, dans une Afrique de plus en plus sèche et chaude, une étonnante nouvelle espèce est apparue. C'est l'Homo erectus, le premier individu davantage homme que grand singe. C'est un personnage capital dans la quête de nos ancêtres. C'est notre Adam. Voilà presque 2 millions d'années, Erectus avait pour survivre des caractéristiques qui le distinguaient de toutes les autres espèces existantes. Contrairement aux spécimens précédents, tels Lucie, Erectus semble être conçu pour la course de fond. C'est le premier humain à présenter plusieurs modifications structurelles que l'on retrouve dans le corps humain d'aujourd'hui. Il avait notamment un ligament dans le cou pour stabiliser sa tête et ses yeux pendant une course. Ses tendons d'Achille élastiques agissaient comme des ressorts pour que sa course soit plus efficace. Ses puissants muscles du fessier soutenaient son torse quand il se penchait en avant pour mieux courir. Ces caractéristiques ont préparé Erectus à l'un des moments décisifs dans l'histoire de l'homme. Il a en effet été le premier hominidé connu à avoir quitté l'Afrique. Il a dépassé l'horizon. C'est ce que l'homme moderne aurait fait. Appelons ce voyageur Erectus migrateur. À partir du lac Turkana, comme d'autres régions d'Afrique, Erectus s'est dirigé vers le nord. Selon certains enquêteurs, il a atteint la région de l'actuelle Turquie, puis il s'est orienté vers les régions orientales de l'Europe. Dans le village de Dmanisi, en République de Géorgie, le responsable du site archéologique, David Lordkipanidze, et le géologue Red Fering ont découvert une série de crânes qui appartiendraient aux descendants d'Erectus, baptisés Homo georgicus. C'est l'une des plus riches collections trouvées sur un même site. Non seulement Georgicus a surmonté le pénible voyage jusqu'ici, mais il a prospéré dans cette région. C'est la preuve d'une faculté très humaine, la capacité d'adaptation. À Dmanisi, si on ne mangeait pas de viande, on mourait, car les hivers en Géorgie étaient parfois si rudes qu'une alimentation exclusive de végétaux était impossible. Si on compare Erectus et ses descendants aux chimpanzés, ceux-ci étaient coincés en Afrique, car ils ne pouvaient pas survivre sans fruits. Imaginez des chimpanzés s'exiler à Paris ou en Sibérie. Ils ne pouvaient pas s'adapter. Ils n'avaient pas cette capacité. Quand la famille d'Homo erectus a-t-elle commencé à montrer cette étonnante faculté d'adaptation? La réponse à cette question nous révélera un changement radical dans sa progression de grand singe vers l'homme et nous indiquera quand nous avons cessé d'être l'esclave de notre environnement et quand nous avons commencé à le maîtriser. Autrefois, pour la majorité des chercheurs, ce changement s'était produit voilà moins d'1 million d'années. Aujourd'hui, David Lordkipanidze pense que c'est bien avant cette date et il a les éléments pour le prouver. Tout d'abord, son équipe a découvert Georgicus aux côtés des fossiles d'un rhinocéros qui a vécu voilà 1,5 million ou 2 millions d'années. L'équipe a aussi trouvé des fossiles de Georgicus sous une couche de terre qui remonte à l'époque où le champ magnétique terrestre était inversé. Enfin, des fossiles de Georgicus ont été découverts sous des rochers que l'on peut dater grâce à la désintégration de leurs éléments radioactifs. Toutes ces preuves convergent vers une date précise. Georgicus est arrivé en Géorgie, voilà au moins 1 750 000 ans. Soit 700 000 années plus tôt qu'on l'imaginait.
Pour Red Ferring, une conclusion s'impose. L'âge des fossiles de Dmanisi modifie l'histoire supposée de l'homme. Nous avons pu nous déplacer et conquérir le reste du monde bien plus tôt qu'aucun d'entre nous ne l'avait imaginé. Cela nous conduit à reconsidérer ce qui nous a permis de quitter l'Afrique et de faire cet énorme bond dans notre histoire. De quoi Georgicus avait-il exactement besoin pour prospérer à Dmanisi? Red Ferring met la main sur de nouveaux indices. Parmi les objets les plus courants trouvés à Dmanisi, il y a ces petites pierres rondes. Voici une belle série qui illustre le type de pierre que nous avons trouvé sur le site. Un seul coup d'œil permettrait à un géologue de dire qu'elles proviennent d'une rivière. Mais à cette époque, l'ancienne rivière était située à plusieurs centaines de mètres de l'endroit où l'on a trouvé les pierres. Aucun mouvement naturel ne les a déplacées. Georgicus l'a fait. Pourquoi? Elles n'ont été ni modifiées, ni utilisées comme outil. Toutes les pierres ont une chose en commun. Sur les centaines retrouvées, chacune se cale parfaitement dans la main. C'est l'élément clé. Red Ferring pense qu'on projetait ces pierres, que c'étaient des armes. Et c'est précisément ce dont Georgicus avait besoin. La région de Dmanisi abondait en prédateurs tels que des tigres à dents de sabre qui tuaient et dévoraient facilement l'homme primitif. Mais Georgicus était assez malin pour se défendre. Georgicus est peut-être le premier humain à avoir utilisé une arme pour repousser des carnivores. Grâce à un bond de géant, il a trouvé une nouvelle manière de dominer son environnement. Les pierres de Dmanisi sont peut-être les preuves de batailles préhistoriques. C'est vraiment la forme la plus simple d'arme imaginable pour les humains. Ils sont capables de lancer des objets. À ma connaissance, aucun autre animal ne peut le faire avec un minimum de précision. Réussir à lancer long et précis est si complexe que pour le réaliser, cela implique un système cérébral très spécial ou un circuit intellectuel très humain. Georgicus a dû évoluer dans ce sens pour survivre dans un monde dangereux. On n'avait pas de crocs, pas de griffes, on ne pouvait survivre que grâce à notre intelligence. Aujourd'hui, tous ces indices convergent. Erectus est certainement issu d'une créature qui a tout à coup assumé le contrôle de son environnement, comme un homme moderne en quelque sorte. Armé de projectiles, il a peut-être repoussé de gros félins. Il a survécu à l'hiver parce que son esprit a su s'adapter. Et doté d'un corps conçu pour la course de fond, il a pu parcourir de longues distances. Et c'est précisément ce qu'il a fait. Erectus a entamé un voyage épique vers l'Est. Au cours de plusieurs millénaires, il a parcouru des milliers de kilomètres. Il a traversé des déserts. Il a franchi des montagnes. Il s'est frayé un passage dans les jungles. Puis il a atteint l'île indonésienne de Java, reliée à l'époque à l'Asie par un bras de terre. Il n'a pas pu aller plus loin à pied, mais ça ne l'a pas arrêté. Il est parvenu d'une manière ou d'une autre à poursuivre son voyage, grâce peut-être à la première domination de la mer par l'homme. Pour finir, il est arrivé sur l'île isolée de Flores. Une seule autre créature à sang chaud est venue à bout de cette dangereuse traversée pour arriver sur cette île indonésienne. Le stégodon, qui nageait comme aujourd'hui son cousin l'éléphant, a réussi cette traversée il y a 850 000 ans en utilisant sa trompe comme un tuba. Des outils de pierre trouvés sur Flores prouvent qu'Erectus y est arrivé voilà 800 000 ans.
combien de temps ce migrateur a-t-il survécu sur cette île lointaine? L'une des découvertes majeures de ces 50 dernières années répond à cette question. Elle nous a dévoilé le destin de notre dernier rival connu. Dans notre lointain passé, aucun personnage n'a occupé une place aussi importante qu'Erectus. Tandis que certains hominidés ont fait le voyage épique jusqu'en Indonésie, d'autres, restés en Afrique, ont accompli leur propre pas de géant dans leur évolution vers l'homme moderne. Sur les rives du lac Turkana, Louise Leakey continue de mettre à jour des preuves montrant qu'Erectus a survécu à l'une des périodes les plus bizarres traversées par nos ancêtres. Il n'était pas seul ici, voilà presque 2 millions d'années. Il y a 1,8 million d'années, plusieurs espèces d'hominidés se sont promenées ensemble dans ces paysages. Elles n'ont pas pu s'ignorer. Jamais à aucune autre époque et dans aucun autre endroit qu'à Turkana, autant de grands singes bipèdes n'ont vécu ensemble. Erectus a cohabité avec au moins 2 autres hominidés primitifs. L'un d'eux volait peut-être les proies des léopards. Appelons-le l'Homo habilis ou homme habile. Au même endroit et à la même époque, une troisième espèce est apparue. On va l'appeler Paranthropus boissei. Pour se développer malgré son régime rustique, cette machine à mastiquer a d'énormes molaires. Les muscles des mâchoires de Paranthropus boissei étaient si volumineux qu'il leur fallait une surface osseuse supplémentaire pour s'y attacher. C'est à cela que servait l'étrange arête sur sa tête et ses pommettes saillantes. Mais ces 3 spécimens humains, Erectus, l'Homo habilis et Paranthropus boissei, s'entendaient-ils? Il devait y avoir une certaine interaction entre ces hominidés, mais ce serait de la pure spéculation de dire qu'il y avait de l'hostilité entre ces espèces, car on n'a pas trouvé de crâne défoncé. Louise Leakey ne connaît pas bien l'attitude d'Erectus envers les autres espèces. Mais un fossile trouvé sur son site révèle que des Erectus se sont mutuellement traités de manière très humaine. Une femelle Erectus souffrait d'une maladie osseuse très douloureuse. Elle avait peut-être mangé trop de foie. Un excès de vitamine A peut provoquer un gonflement des os et un étirement du squelette. Aucune autre espèce n'aurait pu survivre à une telle maladie. Mais elle a réussi. Il y a une explication logique à cela. Quelqu'un a dû s'occuper d'elle. De tous les fossiles humains retrouvés, c'est peut-être la première preuve d'une qualité très humaine, la compassion. Cette qualité a-t-elle été un avantage pour la survie d'Erectus? On ignore ce qui est arrivé à Paranthropus boissei et à l'Homo habilis. On sait seulement que leur dernier fossile retrouvé remonte à plus d'1 million d'années. Seul Erectus a survécu. Il était plus intelligent et s'adaptait plus facilement. Mais selon Lieberger, même ses talents ne lui garantissaient pas la survie. L'évolution est un permanent jeu de hasard. Il en est souvent de même pour la survie d'une espèce. Il n'y a pas de règle évidente. Erectus a pu avoir l'avantage grâce à l'association du hasard et du talent. Ailleurs en Afrique, il était sur le point d'accomplir ce qui est souvent considéré comme le plus grand progrès dans l'histoire de l'homme. Dans une grotte appelée Swartkrans, on a fait une découverte remarquable. Un foyer de plus d'1 million d'années contenant des ossements d'animaux carbonisés. Si ce n'est pas le résultat d'un feu naturel, il s'agit alors du plus ancien feu maîtrisé jamais trouvé. Ce n'est pas l'homme moderne qui a fait ce feu. Pourtant,
Des expériences pratiquées sur le terrain ont démontré que les ossements n'ont pas été carbonisés dans un feu de brousse, mais dans un feu de camp. Les indices aboutissent à une conclusion stupéfiante, quoique contestée. Erectus a été le premier à maîtriser le feu. Cette capacité a modifié le cours de l'évolution humaine, dissociant Erectus encore plus des autres grands singes bipèdes. Le simple fait d'alimenter un feu signifie qu'Erectus accomplit un geste tout à fait nouveau. Selon l'anthropologue Richard Wrangham, il a surmonté une peur innée. Pour faire du feu, il faut résister à de nombreuses pulsions. On pourrait dire que nous étions probablement déjà une espèce en voie de contrôler nos émotions de manière humaine. La maîtrise du feu a peut-être déclenché chez Erectus une série de modifications du comportement, du corps et du cerveau. Avant la maîtrise du feu, seules nos capacités à grimper aux arbres nous ont protégés des prédateurs de la nuit africaine. Avec la maîtrise du feu, Erectus a pu dormir sur le sol, tandis que les flammes tenaient les carnivores à distance. Il était alors libre de développer la forme de ses bras et de ses mains à d'autres fins que grimper aux branches. Mais cette maîtrise du feu a eu une répercussion encore plus profonde sur la vie d'Erectus. La cuisson des aliments. Passer des aliments crus aux aliments cuits représente la plus importante amélioration dans la qualité de la nutrition de toute l'histoire de la vie sur Terre. La viande crue est difficile à mâcher, elle est coriace. Les premiers hommes n'attachaient pas une grande importance à la viande, jusqu'au moment où ils découvrent comment la rendre plus tendre. Que pouvaient-ils faire? Le feu est le meilleur moyen pour rendre la viande plus masticable. Dans un premier temps, Erectus n'a probablement pas fait du feu. Il a pu profiter des incendies provoqués par les éclairs. Mais le feu et la cuisson ont dû réduire la mastication de 5 heures à 1 heure par jour. Selon Richard Wrangham, la cuisson a apporté bien davantage. Elle a changé la forme du corps humain primitif. Les calories rapides liées à la cuisson des aliments amènent un surcroît de croissance. La taille d'Erectus a augmenté de 50% par rapport à celle des autres hominidés pour atteindre celle de l'homme moderne. Les aliments cuits exigent une digestion moins longue, ce qui entraîne une réduction de la taille des intestins et du thorax. Grâce aux aliments plus mous, les muscles de la mâchoire d'Erectus ont rétréci. Ils ont ainsi libéré de l'espace dans sa boîte crânienne pour que le cerveau puisse se développer. Un cerveau plus grand et un puissant outil comme le feu. Ces deux éléments ont-ils permis à Erectus, notre ancêtre direct, d'être le dernier survivant? Avec sa maîtrise du feu et un cerveau plus grand, Erectus est l'homme le plus avancé de son époque. Mais comment se comporte-t-il face à un rival coriace? Près de Swartkrans, en Afrique du Sud, des vestiges ont révélé qu'Erectus a vécu aux côtés d'un autre hominidé appelé Paranthropus robustus. Comme Erectus, Robustus a résolu un problème crucial. Manger assez de protéines pour alimenter son grand cerveau. Les chimpanzés sont connus pour utiliser des brindilles afin d'attraper des termites. Mais ils ne peuvent le faire qu'à la saison des pluies. Ils fouillent alors des trous créés par les termites elles-mêmes au sortir de leur nid. Avec ses capacités plus efficaces, Robustus pouvait casser la dure croûte de terre toute l'année. Deux hommes primitifs ont vécu ici. Tous deux ont trouvé des protéines animales. Tous deux étaient intelligents. Pourtant,
l'un des deux ne l'était peut-être pas assez. Des indices trouvés dans le foyer du feu d'Erectus révèlent que Robustus n'était pas du tout son rival. Mais il a peut-être été sa proie. Parmi les fossiles carbonisés, un os trouble les chercheurs. Il provient d'un doigt de Robustus. Notre ancêtre Erectus a-t-il tué et mangé un autre hominidé? A-t-il mangé un proche parent? Il y a toutes les raisons de le croire. Il ne serait pas surprenant que l'Homo erectus, parti à la chasse pour trouver un peu de viande dans la brousse, soit tombé sur un autre grand singe bipède. On ne sait pas si Erectus mangeait régulièrement ses rivaux. En revanche, il a commencé à contrôler son environnement. À plusieurs reprises, il a laissé ses rivaux à la traîne. Il ressemblait de plus en plus au survivant ultime. Erectus, notre Adam, débordait d'énergie. Avec un corps constitué pour les voyages et un cerveau capable de s'adapter, il va donner naissance à une lignée d'hommes exceptionnels. Sur les traces d'Erectus en Afrique du Sud, Lee Burger a découvert un autre indice crucial de notre histoire. Sur un site appelé Hudgys Point, des hyènes ont traîné il y a plusieurs centaines de milliers d'années une sorte d'humain jusque dans leur tanière. On ne peut pas dire si elles l'ont tué ou si elles ont volé cette proie. Aujourd'hui, Lee Burger explore cette ancienne tombe, une tanière fossilisée de hyènes, qui recèle d'importants ossements animaux et humains. Le site est rare. Il donne l'occasion de comprendre ce que Lee Burger appelle la zone sombre. La zone sombre est la période qui remonte entre 200 000 et 600 000 ans pour laquelle nous n'avons pratiquement pas trouvé de fossiles humains en Afrique. Hudgys Point est l'un des rares endroits qui en a préservé d'excellents. Ce sont des fossiles extrêmement précieux. L'os fossilisé que Lee Burger a trouvé n'est pas celui d'un Erectus. Il appartient à sa progéniture, une espèce humaine de très grande taille qu'on appelle Goliath. Voici le tibia de Goliath. C'est un spécimen fantastique d'environ 280 000 ans trouvé à Hudgys Point. Il est représentatif de l'un de ces géants. Il a pu appartenir à un individu qui mesurait à peu près 1,80 m. C'est incroyable car on pense qu'il a appartenu à un enfant ou à une femme, ce qui le met hors norme en termes de taille. C'était un vrai géant. Goliath est apparu voici 700 000 ans. Il n'était pas le seul géant. C'était une période étrange, car de nombreux animaux étaient immenses. À l'époque, les zèbres pesaient 180 kg de plus que l'espèce actuelle. Les buffles du Cap avaient des cornes d'une envergure dépassant 3 mètres, plus de 2,5 fois la largeur de leurs cousins actuels. Les forces de l'environnement qui ont stimulé la taille des animaux ont aussi eu un effet sur Goliath. Chasseur, il a dû grandir pour tenir tête à la taille croissante de ses proies. Il était lancé, pour ainsi dire, dans une course à l'armement. Goliath a alors inventé la nouvelle arme essentielle des grands singes bipèdes, la lance. Finement équilibrée, c'était l'engin d'attaque de son époque et la plus ancienne preuve d'une arme fabriquée pour être lancée. Tu peux me passer le compas d'épaisseur? Lee Burger et le paléo-anthropologue Steve Churchill savent que Goliath était grand. Mais quelle était sa taille réelle? Il n'y a qu'un moyen pour le savoir. Il faut le reconstituer. Les restes fossilisés de Goliath contiennent des indices très importants sur sa taille. Les enquêteurs mesurent les os de l'un des plus grands spécimens de Goliath pour avoir une idée de sa carrure. Grâce au volume de son globe oculaire, on peut estimer le poids de son corps. La taille de son col du fémur donne une estimation supplémentaire de son poids. La longueur du fémur est également un bon indice. Quand Lee Burger et Steve Churchill analysent toutes ces mesures, ils ont un choc.
Goliath était immense. Il appartenait à la plus grande et la plus corpulente espèce jamais découverte. Pour construire leur modèle, ils recoupent leurs informations avec les reproductions de différents types de corps humains, modernes et anciens. Ils essaient ainsi de déterminer une harmonie crédible entre la taille et le poids. Le problème, c'est de trouver la forme d'un corps qui correspond à cette reconstitution. Qu'est-ce qu'on a là? Ce Goliath pèse 90 kg, soit 33% de plus que le plus grand Erectus. Ils essaient d'imaginer ce poids sur un corps ressemblant aux premiers humains modernes en Afrique du Sud. Ça dépasse la norme, ça fait 2,28 m. Ils essaient ensuite de le calquer sur le corps d'un homme de Néandertal. Il faut un corps plus large. Et si on utilisait la stature d'un homme de Néandertal? Ça ne marchera pas parce que cette stature s'est adaptée au climat froid. Là, on est en Afrique. Pour finir, ils utilisent un corps large avec de longs membres. Ils choisissent la taille de 193 cm, un géant comparé à tous les autres hominidés. Ça ne marchera pas avec celui-là. Il faut utiliser une forme distincte pour la reconstitution. Je suis d'accord. Allons-y. Quand ils fixeront Goliath dans les yeux, vont-ils découvrir pourquoi il a disparu et pourquoi nous avons survécu? Dans un laboratoire sud-africain, des chercheurs et des artistes commencent à travailler sur la reconstitution en taille réelle de Goliath. Selon Steve Churchill, la nature a cherché avec Goliath à repousser les limites de la taille du corps. Mais son imposante carrure ne lui a-t-elle pas été fatale dans la chaleur de l'Afrique? Steve Churchill tente une expérience peu scientifique avec des graines pour oiseaux afin d'évaluer le volume du corps de Goliath. S'il est trop volumineux, cela pourrait être mortel. En mesurant le volume de notre mannequin, j'obtiens une notion de la masse. Car plus on a de masse, plus on a de muscles, et plus les organes produisent de la chaleur. Goliath utilisait 2 fois l'énergie de l'homme moderne. Son organisme était très performant. Les chercheurs veulent maintenant découvrir comment il maintenait une température constante dans son corps. La peau est un organe indispensable pour préserver la température du corps humain. C'est notre radiateur. La peau de Goliath a sûrement eu la même fonction. Mais en avait-il assez? Pour répondre à cette question, Steve Churchill doit faire un relevé de la peau du géant et mesurer sa surface. Cette surface va révéler une faiblesse fatale dans la conception de Goliath. Peu importe les avantages et les limites de Goliath, il a partagé avec son ancêtre Erectus un désir de bouger. Pour les chercheurs, il a été le 2e hominidé à quitter l'Afrique il y a plus de 500 000 ans. Pour certains d'entre eux, il a même été le premier à coloniser l'Europe de l'Ouest. En France, des enquêteurs ont trouvé des preuves que Goliath était devenu de plus en plus humain. Ils ont découvert de mystérieux assemblages de rochers datant de l'époque de Goliath. Il existe une interprétation acceptable. Il s'est adapté au climat froid de l'Europe en construisant des abris primitifs. D'autres vestiges suggèrent qu'un groupe de Goliath a été frappé par un désastre. Dans le nord de l'Espagne, des chercheurs ont découvert des restes de plus de 30 Goliaths, hommes, femmes et enfants, dans un site appelé la fosse aux ossements. Les victimes sont toutes décédées à peu près au même moment. Elles sont peut-être mortes suite à une épidémie. D'autres ont pu être la proie de cannibales. Les enquêteurs ne savent pas ce qui s'est passé.
De l'autre côté du globe, sur l'île de Flores, on a retrouvé la trace d'un humain encore plus étrange que Goliath. Cette découverte va fasciner le monde entier. L'anthropologue Bert Roberts sait que l'arrivée d'Erectus, l'ancêtre de Goliath, remonte à plus de 800 000 ans. Mais récemment, ce chercheur a trouvé des outils d'une époque bien plus proche de la nôtre et des indices d'un événement très étrange. Ceci est une coulée de calcite. Elle nous permet de dater les outils en pierre trouvés près d'elle. On a déjà daté celle du dessus à 100 000 ans. On veut désormais savoir si celle-ci a 200 000 ou 150 000 ans. Il sera primordial de déterminer si les outils ont 100 000 ans ou un peu plus, car ils appartiendraient alors aux plus récents objets d'Erectus jamais trouvés en Asie. Si bien sûr, c'est Erectus qui les a fabriqués. Le mystère s'épaissit avec une autre découverte faite par les archéologues. Des pointes de lance de moins de 20 000 ans. Erectus aurait-il pu survivre jusqu'à une période aussi récente? Ou quelqu'un d'autre a-t-il vécu dans cette grotte? D'autres indices suggèrent que l'artisan de ces pointes de lance était bon chasseur. Car on a trouvé des dents de l'éléphant primitif, le stégodon, et des restes de dragons de Komodo. L'archéologue Mike Morwood a la preuve que des hominidés ont prospéré dans cette grotte. Il n'y a aucun doute qu'ils ont utilisé le feu. Il y a des traces de cuisson d'animaux abattus tels que des rats, des chauves-souris et des poissons. Mais qui était ce chasseur? Pour le savoir, il faudra trouver d'autres ossements d'hominidés. Ils n'ont pas beaucoup d'espoir, hormis travailler dans cette grotte pour mieux tenter leur chance. Ce genre de grotte est parfait car le calcaire est un excellent conservateur d'ossements. En revanche, une fois les fossiles exposés à l'air, on a peu de chances de les préserver pendant très longtemps. L'équipe tombe bientôt sur la preuve qui lui manquait, les ossements d'un chasseur. Mike Morwood était absent quand ses collègues indonésiens l'ont appelé pour lui annoncer qu'ils avaient trouvé un petit squelette, peut-être celui d'un enfant. Mais le coup de fil du lendemain procure à Morwood la plus grande surprise de sa carrière. Ils m'ont appelé pour me dire que ce n'était pas le squelette d'un enfant, mais d'un très petit adulte. Et ce n'était pas un homme moderne. Les ossements ont surpris toute l'équipe. Ils étaient bizarres, comme si la taille d'Erectus avait rétréci de moitié. Qui était cette petite créature qu'on appellera Hobbit? Les enquêteurs savent que notre ancêtre Erectus est arrivé ici il y a plus de 800 000 ans. Mais ils n'ont pas encore déterré des restes lui appartenant. En revanche, ils découvrent une créature remarquable et surprenante. La tête était là et le corps s'étendait vers là-bas. Cet endroit était daté à environ 18 000 ans. Pour Bert Roberts, c'est une découverte extraordinaire. Cette créature n'a pas vécu il y a des centaines de milliers d'années. Elle a survécu bien plus longtemps qu'aucun autre hominidé connu. Certaines d'entre elles vivaient encore il y a 13 000 ans. Mais plus que cette date récente, c'est la taille qui étonne l'équipe. Les chercheurs décident de lui donner le nom de Hobbit. Voici un os de bras de Hobbit. Vous pouvez constater qu'il a la moitié de la taille du mien. Chez le Hobbit, tout était de moitié notre taille. Personne ne pouvait imaginer que des humains aient pu être aussi petits dans un passé si récent. Avant d'annoncer au monde entier la découverte d'un si petit humain, l'équipe a dû s'assurer que ces ossements d'une demi-douzaine d'individus n'appartenaient pas à des petits hommes modernes comme les pygmées.
Si on observe bien les pygmées, ils ne ressemblent pas du tout au Hobbit. Ses oreilles, ses dents, la forme de son crâne et de ses os confirment qu'il ne s'agit pas d'un humain moderne. Ce n'est pas non plus un enfant en pleine croissance. La fusion des os, la dentition et le crâne, tout cela montre que c'est un adulte. L'Homo floresiensis, ou Hobbit, est en effet une nouvelle espèce humaine étrange. Mais qu'est-il arrivé à Erectus? Selon les chercheurs, au fil du temps, Erectus est devenu le Hobbit. Mais pourquoi a-t-il rétréci? Une autre espèce, le stégodon, était lui aussi très grand en arrivant sur Flores. Mais des centaines de milliers d'années d'isolement insulaire ont provoqué des modifications. Les grands animaux sont devenus plus petits pour être plus efficaces. Ça aide d'être petit dans une zone réduite comme Flores. Plus l'île est petite, plus on devient petit. En revanche, les reptiles, eux, ont grandi. Les reptiles n'ont pas besoin de générer de la chaleur car leur sang est plus froid, ils peuvent donc se permettre de grandir. D'ailleurs, ça les a aidés, car ils ont alors pu manger des herbivores devenus plus petits. Des restes trouvés dans la grotte révèlent que les hobbits ont dû lutter contre des dragons de Komodo longs de 3 mètres, alors que ces premiers humains devenaient eux-mêmes de plus en plus petits. C'est la première fois que l'on démontre que des hommes deviennent plus petits quand ils sont isolés avec d'autres mammifères. Mais jusque-là, tout le monde disait « Non, on est trop intelligent pour faire ça, on ne rétrécit pas, on s'adapte ou on se déplace vers un meilleur endroit. » Baliverne. L'homme est un animal comme tous les autres mammifères. Le Hobbit prouve que les premiers humains comme Erectus ont pu connaître des transformations radicales. Erectus a donné naissance à Goliath, qui a dominé le monde préhistorique du haut de ses 1,93 m. Sur l'île de Flores, Erectus a donné naissance au Hobbit, de moitié sa taille. La conclusion est stupéfiante. Lorsque la nature exige une croissance en taille, on grandit. Et quand elle impose le contraire, on rétrécit. Qu'est-ce que tu as là, Rufus? Un Hobbit. On pourrait penser que le Hobbit était désavantagé pour chasser. Mais la proie qu'il préférait avait elle aussi rétréci. Le stégodon pygmée. Des hobbits de 27 kg ont probablement dû chasser en groupe pour capturer un mini-éléphant de 400 kg. Le Hobbit a poussé les enquêteurs à prendre en compte une théorie étonnante. Des restes d'autres créatures humaines doivent être encore enfouis sur place. On devrait avoir différentes espèces d'hominidés dans cette partie du monde. Des populations qui auront évolué isolées sur d'autres îles. De nombreuses îles d'Indonésie ont pu produire des formes qui leur sont propres. Chaque île ayant été son propre laboratoire pour l'adaptabilité humaine. La découverte spectaculaire de Hobbit jette une lumière encore plus brillante sur Erectus, le personnage principal de notre enquête. Il a donné naissance à la plus petite espèce humaine, celle du Hobbit, mais aussi à la plus grande, Goliath. Si le Hobbit révèle un spécimen humain extrême, Goliath nous en montre un autre. Il m'est facile de penser à lui en termes de chiffres. Mais le voir sous une forme humaine, le voir en chair et en os, ça va être remarquable. Ça va devenir réel. Fantastique. Waouh, il est immense. Il est bien plus grand que je ne le pensais. Regarde la longueur de ses bras. C'était vraiment un géant. Oui. Il n'y a aucun autre mot pour le décrire, pas vrai?
Je veux dire, il est totalement disproportionné par rapport aux normes habituelles. C'est incroyable d'en voir un presque vivant. Ce type avait probablement du mal à ne pas surchauffer. L'immense stature de Goliath l'a aidé dans une Afrique envahie d'animaux gigantesques, mais il a peut-être payé le prix fort pour une telle taille. Les dimensions de Goliath révèlent que par rapport au corps de l'homme moderne, il aurait produit 2 fois plus de chaleur, mais qu'il n'avait que 50% de surface de peau en plus. Il générait donc beaucoup d'énergie, mais peinait à refroidir son organisme. Goliath n'a pas pu survivre dans un endroit chaud et humide où la transpiration ne rafraîchissait pas son corps. Son environnement était très sec. Comme c'était un homme qui avait toujours soif, il devait donc rester près des sources d'eau. La nature a été trop dure avec Goliath. Il a souvent frôlé des températures insupportables. C'est peut-être pour cette raison qu'il a disparu voici 240 000 ans. Mais il a laissé un héritage. Il s'agit d'une espèce apparue il y a environ 200 000 ans. Nous sommes cette espèce. L'Homo sapiens sapiens, l'homme moderne. Goliath est notre père. Les indices que recèlent les fossiles montrent que nos ancêtres étaient des géants. C'étaient des créatures bien plus grandes de par leur masse et leur carrure que les hommes d'aujourd'hui, et à de rares exceptions près, les plus grands de tous les hominidés. Avec l'Homo sapiens, les hommes deviennent enfin physiquement modernes. Mais leur cerveau est encore peu performant. Il nous reste à faire encore un pas de géant dans notre transition du singe à l'homme. Sur la côte sud de l'Afrique, la piste des indices mène à une espèce dont Goliath est le père, la nôtre. L'homme moderne a des capacités qui le distinguent de toutes les autres espèces dans l'histoire de l'évolution. Dans cet endroit, appelé la grotte de Blombos, l'archéologue Christopher Henshillwood a trouvé la preuve d'immenses bonds en avant dans notre développement cérébral, datant de 50 000 à 100 000 ans. Nous avons pour la première fois fabriqué des objets qui n'étaient pas absolument essentiels à notre survie. C'est la définition même de la culture de l'homme moderne. Christopher Henshillwood exhume actuellement des indices sur cette révolution cérébrale. Certains objets sont les premiers témoignages de l'organisation par les hommes modernes de leur espace de vie. C'est vers l'avant de la grotte, ici, qu'ils construisaient leur feu. Ce n'est pas un hasard. Faire du feu à l'entrée des grottes repousse les prédateurs. Le long de ce mur, on voit aussi des traces sombres de carbonisation laissées par le feu. Ils dormaient probablement par là. Ils dormaient dans la partie la plus confortable de la grotte. Ils fabriquaient probablement des outils en pierre et en os par là. Ils affinent leurs outils et leurs armes. L'un des objets les plus extraordinaires que nous avons trouvés dans la grotte est cette pointe très soigneusement travaillée et aiguisée à partir d'un os. C'est un objet remarquable. C'est remarquable parce que la qualité de ces outils surpasse de loin les besoins de l'époque. De nombreuses créatures utilisaient des outils. Certaines les fabriquaient à la main. Mais seul l'homme moderne est motivé par la fierté et la beauté dans son travail. Qu'est-ce qui a provoqué cette rupture profonde avec le passé? On trouvera peut-être des réponses dans les eaux de l'océan tout proche. Tout près de la grotte, la nourriture était facilement disponible. Il y avait beaucoup de crustacés et de poissons. Les chercheurs ont découvert que, plus que tout autre aliment, les crustacés alimentent beaucoup mieux un cerveau en plein développement. Cet endroit était peut-être un paradis, ou si l'on peut dire, un jardin d'Éden. En d'autres termes, ils ne passaient pas toute la journée à chasser des animaux à l'intérieur des terres parce qu'ils avaient faim.
Ils avaient le temps de s'asseoir dans la grotte, de réfléchir et de travailler leurs outils en os, et peut-être même de les polir pour atteindre une qualité dépassant leurs besoins. L'accès facile à la nourriture et à l'eau nous a donné du temps libre. Nous avons pu utiliser nos cerveaux pour réfléchir et résoudre des problèmes nouveaux. Christopher Enchelwood a découvert des traces des premières manifestations du cerveau de l'homme moderne. Il s'agit de petits morceaux d'ocre sculptés, un mélange d'argile et d'oxyde de fer. Certaines pièces semblent avoir été grattées pour créer une surface plate. Des rainures sur 2 pièces sont encore plus convaincantes. Ces pierres ont un motif régulier, résultat d'une série de choix délibérés. Ces motifs pourraient être un message, une première utilisation de symboles ou une ancienne forme d'art. Quel que soit le cas, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'homme. Aucun autre animal, même des espèces humaines plus anciennes, n'a jamais fait ça. Il y a bien plus de 50 000 ans, les habitants de la grotte ont organisé leur espace de vie comme on le fait aujourd'hui. Ils fabriquaient des objets qui alliaient la beauté et l'utilité. Environ 750 000 années après que notre père Goliath eut quitté l'Afrique pour la première fois, nous avons entamé notre 3e grande migration. Avec des capacités cérébrales jamais atteintes, certains hommes sont partis en Europe. Ici, il y a 35 000 ans, des hommes modernes ont rencontré une autre espèce humaine. Comme nous, l'homme de Néandertal était probablement un descendant de Goliath. Avec une peau plus claire pour nous adapter au climat, nous avons rencontré notre frère d'espèce face à face. Que s'est-il passé? Il est possible que l'homme moderne ait mené une lutte acharnée contre l'homme de Néandertal et qu'il soit en partie responsable de son extinction. Peu importe la cause, l'homme de Néandertal a disparu voici 27 000 ans. Nous laissant dominer le terrain de jeu. Mais nous n'étions pas tout à fait seuls. Nous avions encore des compagnons en Indonésie, au nord de l'Australie, où l'homme moderne est arrivé il y a 45 000 ans. Pour y parvenir, il a d'ailleurs dû passer par l'île de Flores. Cela signifie que pendant des milliers d'années, ce voyageur moderne a probablement partagé cette île avec le Hobbit, la plus petite espèce humaine. Il est impossible qu'ils ne se soient pas croisés en chemin. J'aimerais penser que l'Homo sapiens a été très gentil avec le Hobbit, mais nous ne sommes jamais très gentils envers la plupart des espèces animales que nous croisons. Quelle était la nature de l'interaction entre ces 2 espèces? S'entendaient-elles bien? Faisaient-elles du troc ou étaient-elles rivales? Les hommes modernes ont-ils mangé les petits hominidés? On n'a aucune preuve à ce sujet. Ce serait fascinant de savoir pourquoi ils ont continué à vivre ici pendant si longtemps. Les hommes modernes et les hobbits se sont probablement affrontés. L'un avait un cerveau capable d'inventions remarquables. L'autre était bien adapté à la vie sur Flores. Puis, une catastrophe s'est produite. Et une espèce a disparu pour toujours. Une énorme explosion volcanique a probablement détruit les hobbits. La brutalité de la catastrophe se lit sur cette ligne très précise que l'on voit sur le mur d'une grotte.
Comme on peut le voir à ce niveau dans la grotte, un événement volcanique majeur s'est produit à cette période et a déposé des cendres volcaniques qui remontent à environ 12 000 ans. Dans les couches au-dessus de cette ligne, nous n'avons plus trouvé de restes de stégodons, ni grands ni petits, pas plus d'ailleurs que des restes de hobbits. Il est tombé 1 mètre de cendre ici. C'est le signe d'une explosion probablement plus importante que celle du Krakatoa, l'une des plus violentes éruptions de l'histoire moderne. Sans ce désastre, voici 12 000 ans, les hobbits seraient peut-être encore en vie aujourd'hui. Comment l'homme moderne a-t-il survécu à ce genre de cataclysme? Le fait d'être dispersé à travers le monde nous a été d'un grand secours. Nous n'étions pas concentrés sur une île comme les hobbits. Mais avions-nous autre chose? Des qualités uniques qui nous ont permis d'être les derniers survivants? Pour le chercheur Spencer Wells, la réponse est dans notre sang. Il a analysé les gènes de population du monde entier et a fait une découverte surprenante sur notre lutte pour survivre. Nous avons failli ne pas y arriver. À un moment donné, durant les 70 000 dernières années, on a failli disparaître. Spencer Wells pense savoir ce qui nous a poussés au bord du gouffre. Une éruption volcanique si puissante qu'elle a changé le climat sur Terre. Une éruption volcanique a dû provoquer un refroidissement de la planète pendant quelques années. En Afrique, les séquelles ont pu entraîner une sécheresse mortelle. Il n'y a aucun moyen de savoir combien d'entre nous sont morts. On sait seulement combien ont survécu. Le résultat de l'étude génétique indique que la population s'est réduite à 2000 individus. Il y a 70 000 ans, seulement 2000 individus vivaient disséminés en Afrique. La race humaine a bien failli disparaître. La grande compression de la population est un moment clé de notre histoire. Aujourd'hui, tous les hommes de la planète sont les descendants de ces survivants qui représentent l'équivalent de la population d'un village. Si l'éruption avait été un peu plus importante, nous ne serions peut-être plus là. Le monde d'aujourd'hui appartiendrait à une autre espèce animale. Spencer Wells pense pourtant que nous n'avons pas seulement survécu grâce à la chance. Il fallait être intelligent pour survivre. Seuls les plus malins et les plus créatifs s'en sont sortis indemnes. La grande compression a stimulé l'intelligence de notre espèce. Il a peut-être fallu une catastrophe mondiale pour que le cerveau humain passe à la vitesse supérieure. Si Spencer Wells a raison, nos cerveaux se sont modernisés vraiment très tôt. La plupart des experts considèrent que le comportement de l'homme moderne a émergé il y a 40 000 ans, à l'époque où des peintures et des sculptures sont soudain apparues dans toute l'Europe. Mais Spencer Wells estime que la plupart des survivants de la Grande Compression avaient déjà ces capacités 30 000 ans plus tôt. En fait, les graines génétiques de cette créativité, appelons-les gènes du dernier survivant, étaient probablement déjà réparties dans toute l'Afrique avant la réduction de la population. Quand la catastrophe s'est produite, tous ceux qui en étaient dépourvus sont morts. Les gènes des premiers survivants ont peut-être prospéré dans la grotte de Blombos, sur la côte sud de l'Afrique. Cette grotte recèle les prémices d'une révolution cérébrale qui a laissé ses traces dans les coquilles d'un petit escargot. Les chercheurs ont trouvé des douzaines de coquilles qui étaient pourtant trop petites pour être mangées. Pourquoi étaient-elles dans la grotte? Chaque coquille est marquée d'un petit trou presque au même endroit. Ces ouvertures sont-elles naturelles ou faites par l'homme? Un jour, au laboratoire du musée, j'ai remarqué des petites facettes qui n'étaient pas présentes sur les coquilles naturelles. Ça a éveillé mes soupçons. Face à face, sur deux côtés du trou, il a remarqué des surfaces plates, comme si elles avaient été usées par le temps. Christopher Enchelwood a une intuition. Les coquilles étaient des perles qui formaient à l'époque un bracelet ou un collier. Une autre preuve le conforte dans cette idée. Les coquilles sont saupoudrées de pigments d'ocre.
Quelqu'un les a donc peintes. C'est la preuve irréfutable qu'il s'agit de bijoux. Qu'est-ce que cela signifie? On ne porte pas de bijoux à moins d'attacher de l'importance à l'opinion des autres. C'est un trait exclusivement humain. Malgré leur petite taille, les coquilles représentent un bond immense vers la pensée moderne. Quand le comportement est en quelque sorte guidé par des symboles, ou dans ce cas par des perles ou des ornements personnels, on devient alors moderne. Déterminer quand des hommes ont fabriqué ces perles nous permettrait de savoir quand nous avons franchi le pas d'une vie d'animal à la nôtre. Il y a 10 000 ans, tout le monde fabriquait des bijoux. Mais personne ne le faisait voici 80 000 ans. De quand datent ces bijoux? Pour le savoir, Zenobia Jacobs utilise du sable provenant des couches de terre de la grotte où d'autres ont trouvé les coquilles. Le sable contient une sorte d'horloge qui enregistre les années et indique quand il a été touché par les rayons du soleil pour la dernière fois. En passant les grains au laser, Jacobs peut dater l'origine des perles. La date est fascinante. Elles ont 75 000 ans. Ce sont les plus anciens bijoux du monde dont l'âge a été établi de manière scientifique et fiable. Les hommes modernes ont fabriqué ces perles 30 000 ans avant que la plupart des chercheurs le considèrent possible. La grotte de Blombos et d'autres sites en Afrique livrent de plus en plus d'indices, suggérant que le comportement de l'homme moderne a évolué à une époque bien antérieure à celle qui est généralement admise. Aujourd'hui, nous cherchons surtout une toute nouvelle piste pour comprendre à quelle époque nous sommes devenus ce que nous sommes. Le début du comportement moderne est-il vraiment survenu si tôt? Qu'en est-il des autres grands bonds dans notre évolution, comme l'invention des vêtements? Un parasite qui nous harcèle depuis des millénaires nous apporte une indication. Il s'agit des poux, dont descendent les puces. Toutefois, la puce ne vit qu'entre la peau et les vêtements portés près du corps, et non pas sur les peaux de bêtes mal coupées portées par certains hominidés. Si les chercheurs peuvent déterminer à quand remontent les origines des puces, ils sauront quand l'homme a inventé les vêtements. Une analyse d'ADN nous donne la réponse. C'était il y a 72 000 ans, à peu près à l'époque où les habitants de la grotte de Blombos portaient du maquillage et des bijoux. Ces découvertes récentes nous offrent un portrait différent et stupéfiant de nos ancêtres. Il y a plus de 70 000 ans, des hommes modernes à Blombos étaient intelligents et créatifs. Pendant la grande compression, au moment où les changements climatiques ont failli éliminer notre espèce, ces humains étaient mieux armés pour survivre. Voici 45 000 ans, leurs descendants directs ont atteint l'Europe, apportant avec eux le flambeau de la créativité humaine. Que s'est-il passé à l'aube de la créativité? On sait peu de choses sur les gènes qui contrôlent ce genre de caractéristiques. Grâce à quels changements génétiques fondamentaux sommes-nous devenus des hommes modernes? La réponse mériterait le prix Nobel. Qu'est-ce qui a stimulé le cerveau moderne? Une partie de la réponse se trouve dans la puissance d'un de nos muscles, la langue. Les mutations sont parfois des réussites, mais pas toujours.
il y a surtout des échecs. La majorité des changements génétiques provoquent des résultats atroces. Rares sont les modifications qui offrent un avantage et suscitent un bond en avant inattendu. Nous devons utiliser chaque indice à notre disposition pour synthétiser les petits pas et les bonds énormes qui constituent l'odyssée de l'évolution humaine. Pour Spencer Wells, cela signifie qu'il faut réexaminer attentivement nos gènes. Pendant toute l'évolution humaine, nous avons traversé des périodes de changements radicaux. La plupart d'entre eux ont été provoqués par des modifications génétiques ou par des mutations de l'ADN. Comparons nos gènes à ceux d'un chimpanzé. Ils sont presque identiques. Le gène humain est différent de manière infime, mais cruciale. 2 mutations sont apparues chez nous, voici 100 000 à 200 000 ans. Ces changements nous ont permis de bouger la bouche et la langue d'une façon différente. À son tour, cette nouvelle capacité physique nous a peut-être mis sur la voie du développement du langage. Et le langage nous distingue des autres animaux. Plus que tout autre talent des humains, le langage symbolise la force cérébrale suprême. Grâce à cet outil, nous pouvons partager des idées. Il nous permet de communiquer sur des théories. Et le langage a aussi un autre avantage. Comparé aux hommes modernes, l'Erectus solitaire a des faiblesses. Il invente un outil formidable qu'on va appeler la hache 1.0. Mais celle-ci ne change pas pendant 1 million d'années. Il l'utilise pour presque tout. Ce n'est pas le meilleur outil pour travailler, mais c'est le seul. L'homme moderne est différent. Quand on a un problème, on a une réserve d'idées inépuisable. On peut utiliser n'importe quel outil pour résoudre un problème. S'il n'est pas disponible, on va l'inventer. On peut continuer à l'infini. On va créer des outils pour résoudre chaque nouveau problème. Prenons l'exemple du tubercule. Les premiers Erectus le déracinaient avec la hache 1.0 et le mangeaient cru. L'homme moderne a plusieurs façons de le manger. Il le pèle, le tranche, le coupe en dés, le fait frire, bouillir ou rôtir lentement. En fait, les idées sont inépuisables. Nous sommes le dernier survivant grâce à notre cerveau. Après ces incroyables découvertes, nos livres sont devenus obsolètes. Nous avons une nouvelle image globale de notre histoire. Aujourd'hui, nous avons une vision faussée de l'histoire de l'homme. Depuis 2 millions d'années, notre espèce n'a pas été la seule à vivre sur cette planète. De nombreuses espèces se sont succédées. Depuis des millions d'années, la nature a fait des expériences avec la forme humaine. De nombreux grands singes bipèdes se sont croisés. Pourtant, notre arbre généalogique est de plus en plus dépouillé après Erectus et Goliath. Quand notre espèce a quitté l'Afrique, il y a environ 60 000 ans, notre race humaine a eu beaucoup de chance. Nous avons failli disparaître lors de la Grande Compression il y a 20 000 ans. Aujourd'hui, nous sommes plus intelligents. En Europe, nous avons rencontré l'homme de Néandertal. On pourrait comparer l'intensité de cette rencontre à celle d'Abel et Caïn, car nous sommes probablement tous deux des descendants de Goliath. Nous nous sommes battus pour la même terre. Il y a seulement 13 000 ans, nous avons pour la dernière fois croisé une autre espèce d'hominidés, celle du Hobbit en Indonésie. Aujourd'hui, toutes les autres espèces ont disparu. La nature a fermé son laboratoire en expérimentation humaine. Nous sommes le dernier homme en présence.